là, mais je voudrais juste quand même rappeler que notre pays, la France, traverse, et cela depuis de nombreuses années, une crise identitaire. C'est-à-dire, est-ce que la France se pense telle qu'elle est? Est-ce qu'elle arrive à se voir telle qu'elle est, avec cette diversité ethnique, culturelle, cultuelle également? J'aime à répéter que si en 1900, être français, c'était être blanc, catholique, même pour nos frères de confession juive, que l'on appelait d'ailleurs israélites, les choses étaient plus que compliquées dans ce pays. En 2018, il n'y a plus de couleur de peau, ni de religion, ni de culture spécifique pour être français. Et cette crise identitaire que traverse la France, que j'évoque, eh bien elle se sent, elle se voit. Jules Armand, qui nous fait l'insigne honneur de revenir parmi nous, sait à quel point, si je n'ai pas discuté avec lui 1000 fois de la question de la représentation à la télévision, dans les médias, dans ce qu'il y a de plus visible, ce que la France offre, eh bien il y a là une injustice. Et à Jules Armand, je lui rappelais qu'au sein de l'hémicycle, le président de la République avait réussi, et Syrah l'a dit très justement, où est Syrah? Elle est partie, elle nous a faussé compagnie. Elle l'a dit également avec justesse, au sein de l'hémicycle aujourd'hui, on voit une vraie représentation de ce qu'est la France dans sa diversité. Oui, ethnique, certes, mais sociale également. Et lorsque vous travaillez sur le social, vous travaillez aussi sur les questions ethniques dans notre pays, dans notre France, au regard de la façon dont le pays est constitué. Mais, regardez bien, la télévision française ne reflète pas sa population, ses populations. Regardez surtout alors le service public, parce que le privé, pour le coup, fait mieux que le service public. Mais vous regardez France 2, France 3, France 4, France 5, et allez chercher les Asiatiques et les Afros. C'est vraiment un problème. Comment voulez-vous qu'un pays construise des imaginaires, ses imaginaires, ou soit en tout cas respectueux de ces imaginaires-là, s'il n'est pas capable d'offrir à tous ses enfants, quelle que soit la couleur de leur peau, la possibilité de s'accomplir, d'exister et donc de produire, de gagner pour le pays. On va peut-être encore en reparler tout au long de cette journée. On va parler évidemment de réussite personnelle et de réussite collective. On va parler de développement croisé. Et aujourd'hui, la France l'a bien compris, il est important de moderniser nos politiques de développement. Alors j'appelle ici Hervé Berville, député La République En Marche, qui est à l'origine d'un rapport sur la modernisation de la politique partenariale de développement. Je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît. Non, Hervé, là, vous pouvez vous mettre là. Où je veux. Voilà. Ah non, vous voulez pas le micro? Vous voulez passer? C'est vrai? Pourquoi? Ça fait beaucoup plus... c'est plus à l'aise. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Bon, moi j'ai l'habitude de dire que je suis toujours en retard, mais là je crois que j'ai trouvé des concurrents. Hein. On a combien? Quasiment une heure de retard. C'est pas vous. Mais donc du coup, je vais essayer d'être très succinct dans... Vous m'entendez bien ou pas? Je vais essayer d'être succinct dans mon propos pour aussi laisser de la place à la fois aux réactions des brillants intervenants après, et puis aussi et surtout aux questions de la salle, parce que je vois bien, et moi je suis ravi de voir, j'avoue, autant de personnes noires dans une salle. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis député que j'en vois autant concentrés dans le même endroit. Donc bravo à vous et bravo au CPA de les avoir ramenés ici, parce que ça fait aussi plaisir de voir autant de personnes qui s'intéressent à cette question cruciale de relation entre la France et les pays africains, et de les voir ici mobilisés un vendredi. Moi,
quand le président de la République en janvier ou en février m'a demandé de faire ce rapport sur la modernisation de la politique de développement, bon, d'abord c'était une belle surprise, et puis je me suis dit que c'était aussi l'occasion d'essayer de tirer les enseignements de ce que j'avais eu l'occasion de faire à la fois et de voir, d'étudier dans mon parcours académique, centré sur ces questions-là en France et à Londres, et également de mes expériences professionnelles qui étaient assez courtes, mais qui m'avaient marqué sur aussi ce qu'on a convenu d'appeler le développement, et que je préfère, parce que les mots ont un sens, parler de politique de partenariat et d'investissement ou de solidarité. Et donc moi j'ai eu la chance de travailler comme économiste à l'Agence française de développement au Mozambique, et là pour le coup on parlait tout à l'heure de la France qui est attendue, de la France, des besoins. Bon là vous vous retrouvez, vous savez à peine parler portugais, la France c'est rien dans ce pays-là, et donc ça vous invite à l'humilité, puis surtout ça incite les différents partenaires, ça incite l'ambassade, l'Agence française de développement à trouver aussi des nouveaux modes de partenariat, puisqu'on n'a pas la relation historique qu'on peut avoir dans les pays d'Afrique francophone. Et puis ensuite j'ai eu l'occasion, la chance de travailler pour l'Institut de l'innovation de l'Université Stanford, qui visait à accompagner le secteur privé, l'innovation en Afrique de l'Est. Et là aussi, j'ai pu me rendre compte à quel point, et on parlait tout à l'heure d'attendre que à la fois les diasporas, et en France je les ai vues nombreuses ici pendant le rapport, mais aussi les jeunes africains, la jeunesse d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, pardon, elle nous a pas attendu pour à la fois moderniser le partenariat et puis inventer des nouvelles formes de coopération et prendre, j'ai envie de dire, son destin en main. Donc moi je suis c'est pas que je suis pas à l'aise, mais la question de l'attente et du besoin, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites par la diaspora ici depuis très longtemps et qui demandent peut-être à être formalisées par les pouvoirs publics, qui demandent à être valorisées, reconnues aussi par l'Assemblée nationale, le gouvernement, les différents ministères, les différentes institutions, l'Agence française de développement. Et donc c'est là, j'ai envie de dire, c'est une chance pour nous, puisque parfois, souvent, vous avez été beaucoup plus rapide que nous, et il s'agit simplement de se baisser, de ramasser un peu, et puis de le formaliser, de le mettre à la hauteur qui est nécessaire. Et donc, je disais, et ça c'est peut-être, mais il est parti, j'aurai l'occasion de l'en parler aussi, moi c'est juste une toute petite anecdote qui ne vise pas à réduire ce qui a été dit, j'ai eu l'occasion de lui dire tout à l'heure personnellement, mais moi j'ai vécu, en tant que Français, de devoir faire une procédure de visa au Kenya. Je peux vous dire que ça n'avait rien de facile. C'est pas pour dire que ce qu'on fait en France c'est parfait, mais que c'est pas non plus, il n'y a pas forcément cette relation asymétrique, il n'y a pas forcément cette relation soi-disant de dominé-dominant, et que quand vous arrivez, moi j'ai fait au Rwanda, j'ai été aussi en Ouganda, j'ai été au Kenya, et pour m'installer au Kenya, j'ai dû faire la queue comme tout le monde, j'ai attendu des heures et des heures. Je pense que c'est le visa que j'ai le plus, c'est celui visa kenyan, je dois en avoir 7 parce qu'il fallait des documents, des processus. Donc il faut que dans cette relation qu'on essaie de développer, des deux côtés, on fasse un pas en avant et qu'on essaie de fluidifier la mobilité, mais ça va être l'objet de la discussion après. Oui, Yvonne, tu as des choses à me dire après, parce que le Kenya m'a pas très bien traité. Mais bon, non. Mais je suis ravi de te revoir. Non, simplement ce que je voulais dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que je souhaiterais vous dire, et que ce rapport, ça a vraiment été l'occasion de j'ai envie de faire une plongée en profondeur dans nos modes d'action, dans comment fonctionne la France, les relations entre les deux pays, puis surtout d'aller voir les entrepreneurs, les jeunes, d'aller sur le terrain. J'ai été au Sénégal, j'ai été aussi à Washington avec les grandes institutions, j'ai été à Bruxelles bien évidemment, parce qu'il y a une chose que l'on ne peut pas nier, c'est qu'on ne peut pas parler de la relation entre la France et les pays d'Afrique sans parler de la nécessité de renouveler aussi la relation entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est pour ça que moi je fais une proposition dans le rapport qui est de nommer un commissaire Europe dédié à cette relation-là, pour vraiment incarner physiquement, j'ai envie de dire, la priorité que doit être la relation entre l'Europe et l'Afrique, et puis surtout faire ce travail aussi de coordination avec toutes les différentes directions, DGFCO, etc., et d'avoir une unité politique qui est le visage, qui parle avec les collègues, la contrepartie africaine, et qui installe cette relation à un haut niveau de dialogue politique. Peut-être deux choses que je souhaiterais vous dire. Oui. C'est des questions. Non, mais j'allais vous poser une question, monsieur le député, mais non, peut-être deux choses. Non, il y a deux choses. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est que le monde, il a changé d'une manière brutale, rapide, et ça déconcerte tout le monde, et même ceux qui
ici plutôt des gens, vous êtes plutôt des gens experts, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, et de la vitesse à laquelle tout ça est en train de se passer. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent, c'est qu'il y a une globalisation des défis et une interdépendance croissante, et donc c'est même pas une question de besoin d'avoir une relation avec l'Afrique modernisée, c'est même pas une question de, j'ai envie de dire, de revenir en Afrique ou de reprendre pied dans un continent où on aurait perdu un peu pied. C'est simplement, c'est une réalité économique, migratoire, sociale, environnementale, et donc l'interdépendance croissante entre nos deux continents, entre notre pays et un certain nombre de pays africains, nous oblige à revoir nos modes d'action pour prendre en compte cette interdépendance qui est croissante, et le fait que la Méditerranée, comme on le sait très bien, c'est un tout petit fleuve, j'ai envie de dire, et que c'est très facile à traverser, qu'avec les réseaux sociaux, avec les médias, avec un certain nombre de forums, on a une relation qui est beaucoup plus proche. Et puis ensuite, la deuxième chose, et ça faut le voir, moi j'ai eu l'occasion de le voir aussi à Washington et à Londres, c'est qu'il y a un écosystème des organisations du développement qui est en train de changer aussi très fortement. Avec d'un côté les États-Unis qui en l'espace de 6 mois, alors ils sont beaucoup plus rapides que nous parfois dans l'exécution, en l'espace de 6 mois on crée on va dire une sorte de pro-parco à l'américaine qui va soutenir des entreprises privées, notamment en Afrique, à hauteur de 60 milliards de dollars. Et puis à côté, vous le savez très bien, pas besoin de revenir dessus, les routes de la soie chinoises qui nous invitent aussi à nous repositionner et qui nous invitent à apporter une réponse face à cette volonté de la part des États-Unis et de la Chine de faire une sorte de G2 et de nous prendre en casse-noisette. Et quand je dis nous, c'est à la fois l'Europe et l'Afrique. Et donc, nous, ça nous interroge, ça nous interpelle, ça nous oblige à revoir nos modes de fonctionnement, nos partenariats et bien évidemment ensuite à mettre des moyens financiers à la hausse, mais déjà de prendre en compte cette réalité. Et puis la deuxième chose, c'est que, et ça je ne vais pas vous faire un dessin, c'est que les besoins dans nos pays amis, dans les pays africains, ont changé totalement de nature avec l'urbanisation, avec la jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi, avec l'éducation et la formation. Et là aussi, on ne peut pas mettre en place des partenariats de la même manière qu'on les mettait il y a 20, 30, 40 ans, surtout avec l'émergence de nouveaux acteurs, croissance tirée par le secteur privé, fondations, organisation de la société civile, États sous-régionaux, non, mais collectivités locales qui prennent un poids de plus important depuis qu'il y a eu aussi le phénomène de décentralisation. Donc tout ça, on doit le prendre en compte. On ne l'a peut-être pas fait au cours des 20 dernières années de manière assez rapide. Et le président de la République, les différents ministères, l'Assemblée nationale en a pleinement conscience. Et maintenant, on essaie de faire le discours de la méthode. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a quelque chose. Non, mais je vais le faire tout de suite. Ouais. Même. Qu'y avait-il justement, puisque le rapport tend à moderniser les choses, ce partenariat en vue d'un développement, j'ai envie de dire coordonné, gagnant-gagnant, pour reprendre. Alors, qu'y avait-il justement d'obsolète dans les anciens rapports qui feraient de nous des noisettes? Alors, je ne dis pas que les anciens rapports étaient obsolètes. En tout cas, il y avait ils le sont, puisque vous parlez de modernisation de ces rapports. Il y avait besoin, moi, de 3 choses. Enfin, il y en a 5, mais je vais revenir simplement sur 3. 1, la dimension politique. Moi, je trouve, mais je vais peut-être être un peu dur, qu'au cours des 15 dernières années, notamment après 98, on a eu tendance, parce qu'il y avait, comme le disait très bien Jules Armand, une forme de culpabilité ou une forme parfois d'arrogance, de voir la relation avec nos pays africains qu'à travers le prisme économique, financier, la diplomatie économique. Et du coup, parce qu'on pouvait parfois être un peu gêné, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément envie de discuter, on occultait totalement la dimension politique. Et le corollaire de ça après, c'est la dimension citoyenne, la dimension politique de cette relation qui est là. Et donc, c'est pour ça que le président de la République a décidé de la création d'un Conseil national du développement pour que... c'est quoi le signal qu'il envoie? Il dit fortement, cette relation-là, elle a une dimension fortement politique, je veux m'en apporter, je veux que tout mon gouvernement se projette aussi à l'international, ça ne doit pas être réservé à un ministère du développement ou un secrétariat du développement, c'est tous les ministères qui doivent se projeter, et donc je porte haut et j'ai envie de dire fier la question politique et la relation, comme notre relation avec les États-Unis, comme avec la Chine, comme avec l'Allemagne, c'est une relation qui est fondamentalement politique. Et donc, ce n'est pas qu'une question de projet, de programme, de construire des ponts, de construire des routes. Non, on discute de tout. On discute de politique, de droits de l'homme, de tout ce que l'on veut, à la même hauteur et de manière d'égal et égal, sans condescendance, sans arrogance, mais sans non plus faire preuve d'une culpabilité qu'on ne devrait pas, qu'on n'a pas à avoir dans le cadre là, en 2018, oui. Je veux dire. Oui, mais parce que ce qu'on disait, il ne faut pas que l'histoire nous enferme. C'est ce que je disais tout à l'heure,
mais le poids de l'histoire étant là, on l'a entendu Exactement. dans différentes interventions, parfois les comportements sont dus justement à Oui, ces passés très présents. Mais je pense qu'en mettant cette question de la relation politique portée haut et fortement, ça permet justement d'avoir ces espaces de dialogue. Et je ne vois pas pourquoi, et ça ne se fait pas encore de manière aussi forte, mais quand un ministre de la Santé, je sais pas, du Mali, il vient en France, il rencontre la ministre de la Santé, c'est pas simplement le ministre du Développement ou le ministre des Affaires étrangères qu'il va rencontrer. Quand un ministre, j'ai envie de dire, des infrastructures, comme il peut y en avoir en Afrique, il arrive, il va pas forcément aller voir l'AFD. Il peut aller aussi voir le ministère de la Transition écologique et solidaire française, parce qu'on est dans une relation égale, et tout ne passe pas forcément par un canal soit de coopération technique, soit de relations affaires étrangères. C'est ça que je veux dire, et c'est ce qu'il fait avec les pays. Et voilà. Et donc ça a deux implications concrètes. C'est un, et c'était dans le rapport, et il faut dire qu'il y a beaucoup de gens au ministère des Affaires étrangères qui moulinent, qui travaillent, qui ont envie depuis un certain nombre d'années de le moderniser, de changer aussi les manières dont on travaille. C'est un, faire un cadre de partenariat global, donc un cadre stratégique, parce qu'on sait bien qu'on est dans une société de l'écrit, on a un rapport aux choses qui aussi passe par l'écrit. Et donc c'est assez étonnant que la France n'ait pas un cadre de partenariat, une stratégie globale vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires et vis-à-vis de sa politique de développement. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, parce qu'on reconnaît que c'est une relation hautement politique, et parce que ça doit s'adapter à toutes les situations des pays africains, il est important d'avoir des dialogues de partenariat pour l'investissement, où on va des cadres de dialogue au niveau des pays. Parce qu'on ne peut pas aborder la question du partenariat de la même manière au Mozambique qu'au Sénégal. Ça va sans dire, ça a la force de l'évidence. Et donc, de décliner en fonction de ce cadre stratégique global, ensuite au niveau global, ça permet quoi? Ça permet de mettre tout le monde autour de la table, l'ambassadeur qui est le chef de file, et ça, le président de la République l'a rappelé au moment du discours des ambassadeurs, il a dit l'ambassadeur doit être, et l'ambassade, c'est pour ça qu'on met même plus de moyens pour notamment financer des petits projets, doit être l'incarnation de la volonté politique sur le terrain. Et donc ça veut dire que l'ambassadeur, c'est celui qui coordonne un certain nombre d'activités, c'est celui qui parle avec les ONG, avec la société civile, avec la diaspora, avec les jeunesses de ces pays-là, et qui ensuite porte cette parole politique, et on parle d'égal à égal avec un fond vraiment fondamentalement politique. Donc voilà, sur la première dimension. Bon. On peut s'arrêter là, vous souhaitez Juste, non, il y a une deuxième qui est importante, parce que c'est la deuxième dimension, c'est la dimension bien évidemment citoyenne. Moi, je viens d'une circonscription qui est très rurale. Voilà, c'est 84 communes, la plus grande doit faire 9000 habitants, c'est dans les Côtes-d'Armor. J'ai fait ma campagne électorale, j'étais le seul noir dans les kilomètres carrés à la ronde, j'ai grandi là-bas, j'avais toujours été le seul noir là-bas, etc. Mais ça n'a posé aucun souci, parce qu'en fait j'avais grandi là, les gens me connaissaient bien évidemment, j'ai eu aucun, c'est une anecdote mais c'est représentatif quand même, je n'ai eu aucun tag raciste sur les 84 affiches multipliées par 3, rien, pas sur un marché, etc. Et parce que les gens, ils posaient un regard sur moi comme ils posent un regard, parce que j'étais comme n'importe quel Français. Mais ça demande un effort de discussion, j'ai envie de dire de mainstreamer aussi un peu cette relation. Et donc c'est pour ça que qui doit fournir cet effort? Tout le monde. Et c'est pour ça que nous, de part et d'autre. Non, voilà, les députés, le gouvernement, les membres de la diaspora, on doit avoir cette discussion, on doit parler de la France en Afrique, de parler de la France dans les pays africains, et aussi d'arriver du coup à décloisonner un peu tout ça. Et je vous donne un exemple. J'ai fait une réunion au moment de mon rapport dans une commune de 1200 habitants. Un samedi après-midi, en Bretagne, il faisait beau, donc vous l'avez dit, il n'y a pas grand monde qui va venir, parce que tout le monde veut profiter du beau temps. Il y avait plus de 100 personnes qui étaient venues d'un peu partout dans les Côtes-d'Armor et en Bretagne. On n'a pas parlé une seule fois de CSG, on n'a pas parlé une seule fois, bon à l'époque il n'y avait pas les gilets jaunes, on n'a pas parlé une seule fois d'un certain nombre de sujets, on a parlé que de la relation entre la France et l'Afrique. La plupart de l'assistance étaient des Bretons, comme moi j'ai envie de dire pur beurre, bon avec un petit truc moins chocolaté, mais ils étaient tous là et on a discuté vraiment pendant 2 heures de manière intense de cette relation, comment on pouvait le faire. Et donc il faut que du primaire au collège, en passant par le lycée, on arrive à trouver des forums, des initiatives. C'est pour ça que je parle d'un prix Forum 2030. C'est pour ça qu'il y a un Tour de France de développement, enfin un Tour de France, alors j'aime pas trop le nom, mais un Tour de France qui va être lancé la semaine prochaine par Jean-Baptiste Lemoyne, qui vise justement à aller à la rencontre de nos concitoyens, et pas simplement que dans les métropoles. Il faut aller dans les zones les plus rurales, il faut aller là où on va pas forcément à Sciences Po, il faut aller dans les endroits où on ne parle pas assez d'Afrique, on ne parle pas assez de mondialisation, et on ne parle pas assez de l'interdépendance qui est que l'on connaît. Et donc, au moment où la migration semble poser problème à un certain nombre de nos concitoyens, en France, il est important de parler d'Afrique autrement.
Oui, déjà, il est important de parler Afrique, et c'est pour ça qu'on a besoin des réalités. Enfin, le nombre de fois où, mais c'est pas, je n'en fais pas injure parce que moi, par exemple, je ne connais absolument rien sur l'Asie centrale. Vous me dites Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Enfin, j'ai une connaissance qui est degré zéro. Mais quand je suis revenu du Kenya et que j'expliquais à mes camarades bretons un certain nombre les innovations technologiques qu'il y avait dans le domaine de la tech, mais réellement, hein, de manière très sincère, ils n'y croyaient pas parce que c'était pas la représentation qui se faisait de l'Afrique. C'était sincère, c'était honnête. Et donc ça, il faut arriver à le changer. C'est un effort qui, et le monsieur le disait tout à l'heure, ça va pas se faire en l'espace d'un an ou 2 ans. Je sais même pas sur ce quinquennat. Mais si on prend pas le bras le corps cette question-là, si on ne la met pas dans les assiettes, dans les tables, dans les manuels scolaires et à travers des initiatives qui montrent qu'on fait tous partie du même bateau et qu'on fait tous partie d'un système économique, financier, environnemental commun, on n'y arrivera pas parce qu'on aura toujours des préjugés, des clichés et autres. Et ensuite, et c'est là où le rôle de la diaspora, il est éminemment important, bien évidemment. Enfin, moi, je suis même encore un peu atterré du fait que la France, bon, c'est 50% de la diaspora européenne qui est ici en France, mais enfin, on se prive quand même d'un talent juste... alors je dis pas que vous êtes tous talentueux, ils sont tous talentueux, on est tous talentueux, mais il y a quand même dans ces milliers et millions de membres de la diaspora, enfin, des talents, des compétences, des doubles cultures, on l'a déjà dit, et ce serait totalement ubuesque et, j'ai envie de dire, enfin, contre-productif, sans voir cette vision productiviste des gens, de ne pas l'utiliser dans le sens bon du terme et de ne pas s'appuyer sur elle pour justement développer cette politique de partenariat. Et moi, quand j'ai fait mon rapport, il y avait des gens qui avaient des idées incroyables. On a été à Bordeaux, on les a rencontrés. J'en vois partout, ils m'écrivent aussi de temps en temps. Et donc, il faut que dans nos institutions, dans aussi la conception, la co-construction, la concertation, les membres de la diaspora ait sa place pleine et entière. Et c'est pour ça que dans le cadre de partenariat global, il faut qu'il y ait une partie non mineure qui soit sur la diaspora. Et après, moi, je propose un certain nombre de recommandations, notamment avec une cellule diaspora à l'AFD pour justement intégrer pleinement ces approches diasporiques et que dès le cœur du nucléaire, dans le cœur du réacteur, on ait cette approche, ces questions-là, pour qu'elles soient intégrées, pour qu'elles soient diffusées et qu'elles irriguent après nos politiques publiques, notamment dans nos pays de partenariat. Très bien. Laisse... Souhaitez-vous conclure? Oui. Non, après j'aurais pu parler. Non, parce que si je veux bien vous poser des questions. Non, mais c'est bon. Mais voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, la modernisation de la relation, comprend très bien. Voilà, c'est vraiment une relation, je veux dire, pleinement politique. On assume la dimension politique et le président de la République l'a fait. Jean-Yves Le Drian le fait aussi. Et les députés sont vraiment mobilisés. Et ça demande aussi du contrôle de l'évaluation. C'est pour ça qu'une des propositions, c'est de créer une commission indépendante d'évaluation pour voir un peu quelles sont les conséquences, l'apprentissage que l'on peut faire de tous ces projets-là. Donc ça, c'est la première chose. Une relation aussi, et c'est pas contradictoire, c'est complémentaire, des intermédiaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une relation État-État, mais on travaille fortement avec les fondations, avec le secteur privé. Et quand je dis secteur privé, c'est que le secteur privé finance les ODD, qu'il y ait une projection des entreprises françaises aussi là-bas et dans l'autre sens, bien évidemment, qu'il y ait un financement par les entreprises de projets de développement et qu'on participe à un partenariat qui permette de développer des coproductions entre les entreprises françaises et les entreprises dans les pays d'Afrique. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut absolument faire. Et bien évidemment, une relation pleinement citoyenne. Et ça veut dire faire un travail de terrain, de fourmi, sur mesure, dans nos régions, dans nos territoires, dans nos départements, pour qu'on ait connaissance que nos destins ils sont liés. Et je peux terminer juste par une chose, c'est qu'on dit souvent que le Brexit, c'est un peu c'est la fin c'est un divorce après un mariage sans amour. Et on le voit ici avec la chaleur qu'il fait, c'est hot. C'est la relation entre l'Europe et l'Afrique, c'est à mon avis, et j'en suis convaincu, beaucoup d'amour depuis des dizaines d'années, beaucoup de haine aussi, mais la contraire d'amour, c'est l'indifférence et non la haine. Et donc il est temps, à mon avis, de le moderniser, de l'officialiser avec des actes, et on vous parlait de preuves d'amour, avec des actes officiels, avec des choses fortes qui permettent de concrétiser cet amour que les deux continents se portent. Merci. Merci beaucoup. J'ai eu envie de vous poser une dernière question, mais vous avez très bien expliqué les choses. C'est vrai que c'est toujours mieux en le disant, mais est-ce que dans votre rapport, très clairement, vous, Français, originaires des Côtes d'Armor, y a-t-il une prise alors de conscience, je peux l'imaginer, mais
une prise en compte réelle des attentes aujourd'hui des populations africaines qui ne voient de toute façon l'amélioration de leurs conditions de vie qu'à travers de nouvelles politiques locales, certes, mais aussi dans cette relation avec la France. Est-ce que dans votre rapport, vous dites on ne peut plus faire l'impasse en disant nos intérêts priment sur les intérêts de nos entre guillemets partenaires? Non, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'un des éléments qui est fort et qui n'est pas anecdotique, c'est que c'est un élément essentiel quand vous faites un projet, quand vous développez une relation, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que d'avoir un cadre, j'ai envie de dire formel, enfin plutôt formel, au niveau de chaque pays, et moi je le développe dans le rapport avec 3 étages, c'est-à-dire que quand on fait un partenariat, c'est toujours et surtout quand on fait de l'évaluation, mais bon bref, quand on fait un partenariat, il y a 3 fusées de l'étage. La première, c'est d'avoir cette discussion, ce dialogue politique. Et donc, en France, il est représenté par l'ambassadeur, mais ça peut être aussi des ministres qui viennent, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est que la France, dans ce cadre de partenariat bilatéral au niveau des pays, elles sont en capacité de consulter tous les acteurs, les entreprises privées, les ONG qui sont sur place, la société civile. Et on a eu l'occasion de le faire au Sénégal. Et il y avait des gens qui se parlaient pour de vrai, pour la première fois, sur des sujets qui étaient liés aux ODD, à des objectifs communs, etc. Parce que tout le monde est dans son couloir, parce que tout le monde a des choses à faire. Et s'il n'y a pas à un moment donné une impulsion politique qui est donnée au niveau du terrain, au niveau de l'ambassade, et qu'il n'y ait pas cette volonté ferme et déterminée de mener à bien ces politiques-là, après, bah oui, tout le monde part un peu dans la nature et tout le monde fait ses choses de son côté. Donc c'est à la fois entre la France et le pays une relation qui soit, voilà, comme j'ai dit, hautement politique, et puis c'est au niveau des pays d'avoir l'ambassadeur avec tous les acteurs autour de la table, et on définit des objectifs communs, en n'étant pas naïf. Tout le monde a ses intérêts, c'est bien normal, mais intérêt, j'ai envie de dire, de chaque côté, ça veut dire aussi une responsabilité partagée, et ça veut dire de trouver le juste milieu et de faire des choses qui soient dans l'intérêt des 2 partenaires. Merci beaucoup, Hervé Berville, député La République En Marche. Merci beaucoup. Merci. Non, je crois que vous pouvez vous... Non, vous restez là. Non, vous restez là. Non, vous restez là, Hervé. Moi, lorsque Jules Armand fait des signes, j'écoute. On va recevoir maintenant Jennifer Moreau, conseillère technique politique de développement et de climat de la présidence de la République. Alors, souhaitez-vous prendre la parole au pupitre, Jennifer, ou restez là? Vous voulez rester là? Bon, allez. Si je comprends bien, l'exercice, c'est donc de faire part un petit peu de mes réactions à ce que vient de dire Hervé, mais également de rentrer en discussion et en dialogue avec la salle. Je pense que c'est un petit peu l'objet de la réunion. Donc quelques commentaires par rapport à la réunion aussi ou à la discussion de tout à l'heure. Le discours de Ouagadougou, bien évidemment, c'est notre boussole. Le président, en matière de politique partenariale, a lancé quelques objectifs, une vision que nous avons déclinée ces derniers mois et que nous essayons de concrétiser en action concrète. Je pense que c'est vraiment l'idée. Il a parlé d'une part d'une stratégie. Donc c'est ce que vient de dire Hervé, la nécessité d'avoir une stratégie très claire, une politique de développement plus proche du terrain et également une nouvelle culture de l'évaluation. Donc ça c'est ce que vient de dire Hervé. Dans le domaine de cette politique partenariale, le discours de Ouaga est une boussole importante, mais bien évidemment, les discours prononcés par le président à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il répète et renforce le soutien de la France au multilatéralisme, où il soutient l'importance d'une coopération renforcée d'égal à égal, ce que vient de dire également Hervé, c'est tout à fait aussi en ligne directe et ça influe la manière dont on veut travailler, dont on veut moderniser cette politique. Donc on remercie bien évidemment Hervé Berville qui a accepté de faire ce rapport, de s'engager avec un certain nombre d'acteurs. Et c'était ça aussi, créer un débat, nourrir le débat sur où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette politique pour être
voilà, plus efficace et plus en ligne avec ce discours et avec cette nouvelle relation Afrique, France et Europe que nous souhaitons construire ensemble. Donc, ce que je pourrais simplement réagir à quelques points qu'Hervé vient de mentionner, qui me paraissent très importants. Donc, le premier point, la dimension politique, l'espace de dialogue et l'importance d'y associer l'ensemble du gouvernement. Je pense que c'est très important. Vous savez peut-être qu'en février dernier, quelques semaines simplement après le discours de Ouagadougou, le Premier ministre a réuni un CICI, donc un comité interministériel pour la coopération internationale et le développement, auquel ont participé pratiquement tous les ministres du gouvernement. D'une part, le CICI est très important parce qu'il a permis d'acter et de cranter un certain nombre de choses qui ont été annoncées à Ouagadougou. Et deuxièmement, ça montre que on part, si vous voulez, d'une approche plus voilà, du ministre de la coopération, ministère de la coopération qu'on avait à l'époque, vers un renforcement ou une construction d'un partenariat entre ministères techniques, je dirais, ou thématiques. Donc, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la transition écologique et solidaire. Donc, ça, c'est tout à fait fondamental. Et on a quelques illustrations très claires de comment justement ce partenariat s'est construit. Le président qui s'est rendu au Sénégal donc en février dernier, notamment pour la reconstitution du partenariat mondial éducation, a été accompagné par le ministre de l'Éducation, qui est très, très engagé sur les questions d'éducation et qui prépare aussi un prochain voyage en Afrique. On fait de même sur les autres thématiques. Mais ça, c'est très important qu'on puisse construire vraiment cette relation d'égal à égal. Cette relation, finalement, et l'exemple que je viens de prendre sur la reconstitution du partenariat mondial éducation, c'est une des premières reconstitutions d'un fonds international où un pays, on va dire du G7 ou du G20, est en partenariat avec un pays africain pour faire une reconstitution ensemble. Donc ça montre des efforts conjoints, des engagements conjoints et voilà, une volonté et des objectifs conjoints. Ce n'est pas juste un membre du G7 qui fait une reconstitution pour les pays pauvres, je dirais. Donc là, vraiment, avec un engagement conjoint entre le Sénégal et la France dans le cadre de l'éducation, montre également qu'on essaye d'avancer ensemble sur cette thématique, mais également d'autres. Le deuxième point souligné par Hervé, c'est tout ce qui est la stratégie, hein, tu l'as mentionné. Ça fait partie d'un travail qui est en cours et pour lequel je suis là et, avec des collègues et pour lequel nous avons besoin d'être nourris encore dans ces prochains mois. C'est le travail d'une nouvelle loi d'orientation et de programmation sur cette politique, donc de partenariat. C'est une nouvelle loi et sera annexée à cette loi une nouvelle stratégie, donc la stratégie que vient de mentionner et qui figure parmi tes recommandations dans le rapport. Donc, très important, cette loi, il n'y a pas beaucoup de lois d'orientation de programmation dans ce quinquennat. Si je suis bien informée, il n'y en aura que 2. Donc c'est une loi très importante sur laquelle on travaille depuis des mois, dans le cadre desquelles il y aura énormément de consultations. Il y a des consultations qui ont été menées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris. À partir de la semaine prochaine, il y aura des consultations dans les villes, quelques villes françaises, Lyon, Lyon, Dijon, d'autres. Donc ça, c'est très important, qui font partie un petit peu de ce tour de France des ODD que Hervé mentionnait, et qui permettront d'engager avec le citoyen sur cette politique. Parce qu'en effet, cette politique d'APD, on va dire d'aide publique au développement, souvent est considérée un petit peu comme technocratique. C'est les technos qui naviguent d'organisation en organisation, qui font cette politique. En fait, l'idée, c'est de démocratiser, d'ouvrir cette politique, de nourrir cette politique par les expériences des uns et des autres. Donc c'est pour ça multi-acteurs. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire dans le cadre de cette loi, mais également dans les prochains mois qui viendront. Le côté multi-acteur est très important également, qu'a souligné Hervé. Travailler avec les acteurs non étatiques, travailler avec le secteur privé, c'est très important pour le président de la République. C'est illustré dans le cadre notamment des One Planet Summit sur lesquels on essaie de travailler sur le climat.
On expérimentera ça également lors du prochain déplacement du président, enfin un des prochains déplacements du président en Afrique, à Nairobi, où on organisera une réunion justement du One Planet Summit pour voir comment est-ce que les acteurs africains peuvent être engagés, africains publics et privés justement, dans cette dynamique. Donc ça c'est un changement de mentalité, mais voir que voilà, il n'y a pas que les acteurs publics, mais il y a plein d'autres acteurs, les diasporas que tu citais bien évidemment aussi, qui sont complètement cruciaux et indispensables dans la mise en œuvre de cette politique. Voilà quelques éléments. Je dirais peut-être aussi, parce qu'on parle pas mal de la relation, bien évidemment, France-Afrique, le thème des inégalités. Pour finir, qui est vraiment au centre du discours du président aux Nations Unies et qui retentit, je pense, partout, que ce soit en Europe, en Afrique, dans les pays émergents, sera au cœur de la présidence donc de la France du G7. À partir de l'année prochaine. En tout cas, c'est une priorité pour le président d'y associer dès le début, dans de multiples cadres, nos partenaires africains, pour réfléchir à cette question, mais à d'autres questions, bien évidemment. Et je pense que pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, le G7 est une plateforme où ces dialogues seront nourris et où on espérera pouvoir faire remonter, on va dire, des initiatives très concrètes entre le G7, la France, l'Afrique, sur les thématiques éducation, santé, climat, environnement, enfin tous ces biens communs que nous cherchons à protéger. Alors, merci Jennifer Moreau. Hervé Berville est le grand témoin de cette séquence-là. D'autres intervenants tout à l'heure réagiront peut-être à votre rapport, à vos propos, à ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Mais question qui fâche tout de suite. Vous disiez, vous l'avez répété, Hervé également, le président de la République souhaite une relation plus forte avec le secteur privé. Y a-t-il là, chez lui, chez vous, à l'Élysée, à la présidence de la République, une perte de confiance envers ces élites africaines, politiques, gouvernementales, pour privilégier le secteur privé au détriment peut-être de la sphère politique? J'avais dit question qui fâche. Non, je laisserai l'Élysée pour répondre de leur côté. Moi, je parlais en tout cas, je pense me faire l'écho aussi d'un certain nombre de mes collègues à l'Assemblée nationale, que ce soit dans le groupe majoritaire ou à côté. C'est pas du tout une défiance vis-à-vis des élites politiques, mais simplement, c'est ce que j'essaie de dire au début, c'est qu'il y a des dynamiques dont on ne peut pas ignorer la force, la réalité. Et que c'est vrai que vous allez dans n'importe quel pays africain, le secteur privé, les TPE, les PME, l'innovation, c'est le secteur informel, bien évidemment, d'où l'enjeu de sortir de l'informel. C'est le poumon, j'ai envie de dire, économique, c'est un des secteurs qui va employer le plus, comme c'est le cas en France d'ailleurs, sur les TPE, PME. Et donc, c'est pour moi fromage et dessert. C'est pas on privilégie un au détriment de l'autre, mais on reconnaît de la même manière que c'est pas parce qu'on va reconnaître beaucoup plus fortement les diasporas qu'on va mettre de côté les autres acteurs qui avaient leur place dans cet écosystème du développement, mais c'est de dire vraiment, il y a des défis pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Les ODD, quand on voit, ils sont juste immenses. C'est un mur devant nous et on aura besoin beaucoup plus fortement de l'implication du secteur privé, à la fois pour financer, à la fois pour faire de la coproduction, pour également se projeter des deux continents et pour répondre aux défis communs qui sont devant nous. Donc pour moi, c'est pas du tout antinomique, c'est complémentaire et ça permet de décupler les efforts financiers nécessaires et surtout les efforts en termes d'implication très concrète sur le terrain. Alors, on va justement recevoir quelqu'un qui connaît bien les deux côtés, si je puis dire. Il est à l'international, son groupe est présent un petit peu partout. Vous l'entendez aussi régulièrement sur RFI, dans 7 milliards de voisins, dans l'émission d'Emmanuel Bastide, si vous écoutez Radio France Internationale, puisqu'il joue là un rôle de coach pour tous ces jeunes qui souhaitent entreprendre ou qui entreprennent déjà et qui souhaitent connaître la victoire et la réussite. Je vous demande d'accueillir Didier Akoueté, qui est président du groupe Afrique Search. Bienvenue, mon cher Didier.
Et nous t'écoutons. Merci, bonjour à tous. Alors comme Jules Armand nous a dit, on parle sans filtre. On va essayer de parler sans filtre. Alors sur le partenariat et en particulier les propos de notre député, je pense quand même qu'il nous manque une dimension politique. Après, je parlerai du secteur privé qui est un point important que vous avez évoqué aussi, l'éducation. La dimension politique, on se rend compte qu'elle est quand même la mère de toutes les évolutions en Afrique. Et Claudie, quand tu as poussé ton coup de gueule sur ce qui se passait en Libye, tu avais raison, nos politiques étaient silencieux. Et après, lamentablement, on a commencé à rapatrier quelques Africains pour faire bonne figure. Donc la dimension politique, tant qu'on l'occulte dans la relation, il n'y aura pas de renaissance politique et de partenariat win-win en Afrique. Et je vois avec toujours grand intérêt mon frère et ami Amoubé qui a justement tout à l'heure parlé de la présence dans l'inconscient collectif en France des Africains ou des minorités visibles, comme on les appelle. Tant qu'on n'a pas réglé la dimension politique, il me semble que la relation équitable n'existera pas. Et là, en l'occurrence, comme on parle sans filtre, le président de la République est quand même un peu décevant, de mon point de vue. Genre, quand on a vu dans l'actualité ce qui se passe au Togo, dans les deux Congos, au Cameroun, les élections passées, on aime bien, on n'aime pas. Enfin, bref, quand on regarde l'actualité politique du continent, il y a lieu quand même que de temps à autre, nous ayons des prises de position plus courageuses d'un président jeune qui a bouleversé l'échiquier politique français et dans lesquelles les jeunes Africains se voient comme potentiellement aussi l'élite de demain. Donc lorsque le silence est aussi assourdissant, je suis désolé, le partenariat ne peut pas exister et il faut qu'on se dise franchement, il est temps qu'on remette la gouvernance publique au cœur de la relation entre la France et les pays d'Afrique. Et il faut que le président soit courageux. Hier, les gens manifestaient encore dans les rues de Lomé, enfin du Togo. Ça fait 1 an que ça dure. On en parle à peine. On en parle à peine. Donc ça, ce n'est pas acceptable lorsqu'on redéfinit une relation de coopération qu'on veut nouvelle. Et ça, c'est une grosse déception. Le deuxième point qui est une grosse déception également, et c'est pour ça que je parlais d'Amoubé ou même de Claudie, on ne peut pas avoir des députés africains à l'Assemblée avant nos indépendances. On ne peut pas avoir fait la guerre à côté de la France pour défendre la France. Et dans le même temps, on n'a pas des capitaines d'industrie africains dans le CAC 40, quoi. Je veux dire, combien de patrons africains avez-vous au niveau des entreprises du CAC 40 en France? Citez-les-moi. On parlera des femmes, mais déjà d'Africains. Si vous voulez, l'histoire de Tidjane Thiam, vous la connaissez tous, c'est assez emblématique. Tidjane, on est tous des grands militants associatifs dans les années 80 à Paris. Il est obligé de s'exiler en Angleterre et maintenant en Suisse pour devenir un grand patron, être reconnu comme tel, alors que le type est talentueux. Donc nous avons un complexe vis-à-vis des Africains en France ou des Noirs lorsque nous parlons de coopération. Et malheureusement, l'image que nos dirigeants renvoient de l'Afrique ne nous aide pas et ne les aide pas en France. Donc de la même manière que vous parlez des femmes, et je suis d'accord, il est important qu'on reconnaisse le talent des Africains, de ces soi-disant minorités, pour leur donner la place qu'elles méritent, ces minorités, dans l'espace économique et pas que dans l'espace médiatique. Et moi, en tant que recruteur, en 96, lorsqu'on crée le cabinet, on disait « Attendez, vous rigolez, vous allez vous planter. Il n'y a pas de talent africain, il n'y a pas de compétences africaines. Mais à quoi vous jouez un chasseur de tête pour les Africains? Mais vous sortez ça d'où ?» Alors, c'était un peu nier notre existence, c'était un peu nier les compétences dont toutes les populations de la planète sont dotées, en particulier les Africains. Et aujourd'hui, on n'est pas loin du même langage, du même discours. Les talents africains, ah bon, dans les médias oui, d'accord, des footballeurs, super. Ah, les chanteurs, le folklore, ah, génial. Ah bah oui, ça, il y en a plein. Mais dans les autres univers, c'est un désert et c'est une déception. C'est la deuxième déception. La troisième déception, et Hervé, tu l'as dit, c'est le secteur privé. Oui, l'Afrique n'échappe pas à la règle. Le secteur privé africain, 90%, c'est les PME. Bon, Diane le sait très bien, elle est dans les métiers, elle va sur le terrain. Et sur ces 90% du secteur privé, vous avez une grande majorité de ces entreprises qui sont dans l'informel. Alors après, est-ce que l'informel serait plutôt la règle? Parce que ça aussi, de temps à autre, vous savez, on adopte des schémas, des schèmes dans lesquels on dit, bon,
Bah, en fait, pour qu'une entreprise existe, elle doit être formelle et respecter certaines règles. Mais enfin, ce qui fait vivre l'Afrique, c'est le secteur informel. Donc, pour une fois peut-être, posons-nous la question de se dire, tiens, et si l'Afrique était en train de réinventer finalement un modèle de développement du secteur privé, comme on a pu le voir avec M-Pesa au Kenya, par exemple, où on s'est adapté à un environnement. Mais pour revenir au point des partenariats économiques, voyez, on dit que l'Afrique doit investir 150 milliards de dollars à peu près dans les infrastructures pour qu'on rattrape nos niveaux de développement avec la nécessité d'avoir des énergies, des routes, etc. La fameuse croissance africaine de 8 à 10% qu'on a vue ces 15 dernières années, où tout le monde se gargarisait, l'Afrique est de retour, génial, c'est le continent de demain. Et puis les jeunes disent, mais attends, nous on est là aujourd'hui, c'est le continent d'aujourd'hui pour nous, donc ne me dites pas que c'est demain. Mais quand on voit ces taux de croissance qui sont tirés par les gros investissements, qui ne créent malheureusement pas assez d'emplois, ces gros investissements sont l'apanage des grands groupes internationaux. Et malheureusement, ces grands groupes ne tirent pas le secteur privé local, qui est celui qui doit créer les jobs pour les 15 millions d'Africains qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Donc c'était aussi un échec du partenariat économique entre les grands groupes habituels que nous connaissons, qui sont dans leur logique. Genre, les grands groupes font du business, c'est pas pour faire du développement, même si aujourd'hui, en termes de RSE, beaucoup font d'efforts. Mais ce partenariat économique est aussi un échec. Et quand on revisite justement le partenariat, et ce que disait Hervé, c'est très bien, remettre les PME au cœur de ce dispositif en partenariat avec les grands groupes et les gros investissements, ce qu'on fait d'ailleurs à travers le forum des PME que Hichem connaît bien, ça c'est une piste effectivement à accélérer si on veut créer plus d'emplois, au lieu d'avoir toujours les grands patrons qui viennent. Ils vont où quand ils viennent en Afrique, les grands patrons? Où est-ce qu'ils vont quand ils arrivent en Afrique, généralement? À la présidence. Donc vous voyez les chefs, les patrons africains venir à Paris et puis dire, mon premier rendez-vous c'est à l'Élysée, ou c'est voir le Premier ministre. Et ça, je me dis, mais on marche sur la tête, quoi. Il y a des organisations partenariales qui ne fonctionnent peut-être pas très bien, il y a des chambres de commerce, il y a des ministères indiqués, mais on va tout de suite à la présidence. Et le président, idiot comme il est, complice, il reçoit, il est content, il dit, j'ai un investisseur qui est arrivé à la télé et il est heureux. Donc, c'est un échec. Il faut aussi que dans les cultures, on explique à nos partenaires qu'on doit changer. Faire du business en Afrique, ce n'est pas simplement aller serrer la pince du président et on fait une combine. Entre-temps, il y a une enveloppe qui est passée avec quelques ministres et l'affaire est rondement menée et on a oublié le secteur privé qui doit créer les emplois. Et enfin, c'est sur l'éducation. C'est un sujet très sérieux. On ne peut pas faire développement ni de transformation sans éducation. Et là, en l'occurrence, vous savez, quand vous avez 150 millions d'Africains qui sont en gros dans le système éducatif, mais vous avez un taux de déperdition de 80%, voire 90% le temps d'arriver à l'université, c'est un échec considérable. Mais qu'est-ce qu'on fait justement des 120, 130 millions qui sont sortis du système? Alors évidemment, on peut ne pas être d'accord avec les propos du président quand il dit oui, toutes les femmes africaines font 6 enfants ou 10 enfants. Bon, ça aussi c'est... S'il connaît l'Afrique, toutes les femmes africaines ne font pas 10 enfants, quoi. Hein, on ne va pas rentrer dans la polémique. Donc, de temps à autre, il faut aussi mesurer ses propos. C'est un peu provocateur. Mais il n'empêche, lorsqu'on dit que l'Afrique va passer de 1,2 milliard à 2,4 milliards d'habitants à horizon 2050, c'est vrai, c'est un vrai enjeu. Et je parle d'éducation parce que c'est vrai, il va falloir qu'on arrive à donner à cette population une éducation, parce que c'est ça la clé du développement. Et je m'amusais à compter, si on dit que chaque classe doit prendre 25 gosses, c'est-à-dire qu'il faut construire 96 millions de classes d'ici 2050. C'est un truc de malade, c'est pas possible. Et donc sur des choses comme ça, j'attends peut-être que nos partenaires nous accompagnent dans ce que j'appelle les ruptures. C'est-à-dire on ne peut plus éduquer comme on éduquait avant. On ne peut plus construire autant de classes et Thierry est bien placé comme on en faisait. On ne peut pas construire autant de classes pour une masse de gosses qui arrivent sur le marché. Donc, en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme réponse pour donner ce que j'appelle l'éducation de rue à ceux qui sont sortis, l'éducation de la deuxième chance à ceux qui ont été un petit peu loin, mais qui n'ont pas vraiment de compétences pour faire certaines choses, et puis ceux qui vont vers le supérieur, qui sont 15 à 20 millions, qui vont être 30, 40 millions. Comment est-ce qu'on innove pour doter ces jeunes de compétences, d'aptitudes pour aborder le marché de l'emploi? Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour finir, tout ça n'a de sens
honnêtement, que si on réfléchit en termes d'impact. Et pendant que nous sommes assis là, je crois que l'AFD, c'est quoi? C'est 5 milliards de dollars, d'euros chaque année en Afrique. C'est 5 milliards, vrai? L'AFD? Bon, ok. On parle de 5 milliards. Lors du sommet Chine-Afrique en septembre, la Chine dit, je mets 60 milliards. Je ne suis pas sûr qu'on les verra tous. Mais aujourd'hui, le paquet d'investissement de la Chine en Afrique, c'est 10 milliards d'investissements directs, 15 milliards dans les promesses de lignes de crédit, etc., etc. Donc, on est dans une dimension massive de la coopération et développement. Donc, ce n'est pas étonnant que la France se retrouve de 11% à 3% de part de marché, tandis que la Chine, en 2000, je crois que c'était 2-3%, aujourd'hui à 18-20%. Donc, si vous voulez, il faut aussi qu'on se dise la vérité. On ne peut pas. La France, c'est vrai, c'est un petit pays, géographiquement. En termes de superficie, c'est un petit pays, mais qui a un impact incroyable. Quand on sait que la richesse de l'Afrique, c'est l'équivalent du PNB français, c'est vrai que on voit quand même que c'est un grand pays. Mais mon point, c'est qu'un grand pays comme la France, qui veut garder sa prééminence en termes d'influence, en termes d'impact, en termes de business, il faut aller voir ce que font les Chinois, quoi. Quand les Chinois font un chemin de fer en Afrique de l'Est, c'est plusieurs milliards. Quand on construit des zones économiques spéciales, on crée des emplois, on attire des entreprises, on fait des partenariats. Donc, il faut qu'on change de dimension. Donc, c'est ça mon dernier propos. Si on veut faire des choses sérieuses, on change de dimension. Parce que là, c'est du bricolage. Je suis désolé. Merci. Merci Didier. Oui, alors justement, Hervé et Jennifer, je voulais vraiment avoir vos réactions après l'intervention de Didier. Non, c'est pertinent ce qu'il dit, oui, et c'est vrai, ça. et c'est ressenti par tant d'acteurs, qu'ils soient de la diaspora et surtout et avant tout sur le continent. Non, et je pense que ça rejoint à la fois le diagnostic, un certain nombre de choses qui sont mises en avant, enfin, pas que dans le rapport, mais aussi dans le discours du président de la République. Si je peux reprendre très rapidement sur l'impact, mais moi c'est une des grandes chapitres du rapport sur la question de l'évaluation de l'impact, et qu'il faut qu'on sorte collectivement de la dimension quantitative qui est toujours de dire faut atteindre les 0, je ne sais combien, les 0,5, c'est très bien. Mais sauf que ça nous empêche, ça nous aveugle et ça ne nous permet pas de se poser la question de l'impact 10 ans après. Qu'est-ce que l'on a fait au Bénin 15 ans après? Quel a été notre impact sur les questions de la santé au Sahel ou dans tel ou tel pays? Et donc cette question de l'impact, ça demande aussi à changer totalement notre manière de faire, d'être beaucoup moins dans une course quantitative, et chaque année il faut mettre un peu plus de quelque chose qui n'a pas forcément fait ses preuves. Et c'est pour ça que la création d'une commission indépendante d'évaluation, c'est pas un objet technocratique ou très technique simplement comme ça. Ça permet de diffuser cette culture de l'impact, de l'apprentissage, de travailler avec le secteur privé, de travailler avec tous les acteurs pour se dire, quand on met de l'argent, comme n'importe quelle d'ailleurs organisation, on évalue, et parce que c'est ça la finalité de tout ça, c'est d'améliorer le quotidien des gens, c'est de réduire la pauvreté, c'est de réduire les inégalités, et c'est de trouver aussi des partenariats qui fonctionnent et qui marchent. Donc ça, c'est essentiel, important. Et je pense que le président de la République, sur la question de l'efficacité et de l'impact, il a eu l'occasion de le redire, et c'est un enjeu fort, et ça demande de changer aussi notre culture dans cet écosystème du développement. Peut-être deuxième point sur l'éducation. Moi, je souscris à 100%. Je vous invite, je ne sais pas quelle page c'est, ce que vous dites sur l'innovation et sur l'éducation. Je fais un petit encart dessus, notamment dans le cadre du PME, parce qu'on va mettre beaucoup plus d'argent dans le partenariat mondial pour l'éducation. Ce qu'il faut qu'on arrive vraiment à trouver, c'est les choses innovantes. Moi, quand j'étais au Kenya, j'ai eu l'occasion de travailler avec des entrepreneurs fascinants qui faisaient des trucs. Et voilà, il faut que la France soit en capacité de les capter, de les trouver, de les passer à l'échelle, de les disséminer dans d'autres régions, dans d'autres pays. Et donc ça, c'est essentiel. Innovation et éducation, ça doit aller vraiment de pair, parce qu'on ne peut pas être simplement, encore une fois, dans le quantitatif. Ce qu'on veut, c'est de la quali, et trouver des solutions adaptées au pays et à l'organisation aussi étatique. Ce ne sera pas la même chose au Mozambique, ce ne sera pas la même chose au Sénégal, donc ça je souscris. Et puis le dernier point sur la question du secteur privé, oui, et le président de la République il l'a aussi dit, mais c'est pour ça que une des dernières parties c'est sur la question du secteur privé et de Proparco notamment, parce que cet acteur qui doit appuyer le secteur privé doit monter en puissance, travailler beaucoup plus fortement avec les autres organisations du secteur privé, avoir d'autres outils, des garanties de portefeuille, faire de la syndication, enfin vraiment développer cette palette d'outils qui lui permettent justement d'aller au plus profond, au plus près des territoires, au plus près des acteurs de terrain, ce qui n'est pas du tout
dans la culture d'un certain nombre d'organisations, et ce qui n'est pas du tout la manière dont on a opéré pendant les 40 dernières années. Donc ça demande de pivoter, j'ai envie de dire, le business model beaucoup d'organisations. Ça va prendre du temps, on a besoin de tous les acteurs pour le faire, mais c'est nécessaire si on veut vraiment toucher notre objectif. Et puis une dernière chose, et moi, encore une fois, désolé Yvonne, mais c'est le Kenya qui m'a beaucoup fait réfléchir aussi, c'est qu'il y a aussi besoin de mobiliser l'argent de nos amis africains sur le pays. Au Kenya, par exemple, les fonds de pension, il y a un vrai patriotisme économique. Il y a une partie de cet argent qui ne va pas pour financer des choses et part dans des pays notamment européens ou en Allemagne dans des obligations qui ne rapportent rien. Donc là aussi, il faut qu'on trouve les moyens pour mobiliser cette épargne des institutionnels africains parce qu'il y a de quoi faire et plutôt que d'aller investir dans des projets d'infrastructure aux USA ou dans des obligations allemandes, il faut aussi être en capacité d'investir dans des projets en Afrique. Oui. Cher grand témoin, cher Hervé, finalement, ma question sur y a-t-il dans la politique du président Macron une volonté de privilégier le secteur privé, alors pas forcément au détriment, j'étais peut-être un peu provocateur tout à l'heure, au détriment du politique. Didier à côté nous a dit tout, ou presque. Et d'ailleurs, Didier, j'aurais posé cette question-là. Est-ce que ce manque d'industrialisation de l'Afrique, une industrialisation réelle, pas fictive, factice ou de façade, est-ce qu'elle s'explique justement par le fait que la France, au regard du poids qu'elle a, du rôle qu'elle joue dans cette Afrique francophone, est-ce que ça explique ce manque d'industrialisation, le fait qu'il n'y ait pas eu cette considération, cette valorisation et justement ce partenaire privilégié? Mais oui, nous étions des économies de traite, c'est-à-dire que on vous dit planter des trucs et puis on vient, on les ramasse, on les transforme, on vous les revend. Et je m'amuse toujours à dire, mais le chocolat suisse, le chocolat belge, mais combien de cacahuètes vous avez déjà vu en Suisse ou en Belgique, quoi. Donc, la logique coloniale, effectivement, c'était ça. Et malheureusement, cette logique a perduré. Et ces cultures sont des cultures coloniales aussi. Oui, et en plus. Et en fait, quand tu regardes, et c'est un point important, la qualité de nos administrations, enfin la mauvaise qualité, après les plans d'ajustement structurel, bon, les pauvres fonctionnaires, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est-à-dire que la qualité du développement d'un pays, il faut la regarder à travers la qualité de l'administration. Et malheureusement, nos administrations ont été abandonnées. Et ça aussi, c'est un enjeu. Il ne peut pas y avoir de partenariat gagnant-gagnant de développement s'il n'y a pas une administration compétente. Et aujourd'hui, l'administration en Afrique, dans beaucoup de pays, je suis désolé, les gens font ce qu'ils peuvent, mais il n'est pas à niveau. Et ça aussi, c'est l'héritage colonial. Oui. Parce qu'effectivement, c'était ça la culture aussi. Donc responsabilité de la France sur cette question-là, mais faut-il qu'aujourd'hui Et on la n'a France... rien fait, nous, derrière. On n'a Oui. rien fait, nous, derrière. Et c'est pour ça qu'on vient à la gouvernance. C'est-à-dire que lorsque la France élabore un nouveau partenariat, c'est de dire aux dirigeants, écoutez, on peut rien faire de sérieux si vous ne remisez pas sur la qualité de l'éducation, la qualité de l'administration. Donc les politiques publiques de coopération, avant qu'ils puissent être mises en œuvre, c'est la qualité de l'administration. Et on le voit, tous les pays se sont amusés à faire des plans stratégiques. Gabon 2020, Togo 2030, Gabon 2100, peut-être que le gars sera toujours là. Mais à l'arrivée... Il l'a dit. Non, mais il c'est l'a vrai. dit. En tout cas, vu comment c'est parti, c'est qui sera toujours là. Donc on se dit, mais attendez, mais les plans sont fabuleux et on les a tous lus. Mais l'implémentation, c'est une catastrophe. Parce que malheureusement, l'écosystème et les administrations ne sont pas capables d'absorber cela. Et c'est là où, dans la politique de coopération, je pense qu'il y a une belle carte à jouer, mais qu'on arrête d'encourager des dirigeants analphabètes aussi au pouvoir. Non, pas tous, pas tous. Vous avez beaucoup parlé d'éducation, vous êtes encore en parler dans un instant, et c'est vrai, alors nous on est sur un grand projet qui s'appelle Mama Africa pour l'éducation, la sensibilisation et la formation sur le continent. C'est essentiel pour à la fois que les mentalités évoluent et que les individus soient beaucoup plus armés, mieux armés pour affronter ce nouveau millénaire. Je voudrais maintenant que l'on accueille Camélia Toutoum-Leclerc, Camélia qui est présidente du RF Diena. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Du RF à Diena. Merci Camélia d'être avec nous.
Oui, peut-être dire un peu à tout le monde c'est quoi Oui. le RF Adiena, parce que dit comme ça, on ne voit pas trop à quoi ça renvoie. C'est le réseau des femmes africaines diplômées de l'ENA, tout simplement, et on est bien heureuse d'être là, parce que je ne suis pas venue toute seule, je suis venue aussi avec les membres de mon bureau, et nous voulons féliciter le CPA pour l'organisation de cette rencontre et de faire avoir le courage surtout de faire un bilan un an après le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Alors j'ai été un peu studieuse, j'ai lu avec Comme beaucoup toujours, d'attention Camélia. avec beaucoup d'attention le rapport d'Hervé Berville. Moi-même, en tant qu'expert en communication, ce qui m'a sauté d'abord aux yeux en premier, c'est la mesure 10. Voilà, communiquer et rendre compte de la politique partenariale autour de résultats obtenus et sur la base des indicateurs renouvelés. Je voulais vous dire que, en ce qui vous concerne, vous, l'AFD, Emmanuel Macron, nous, notre réseau des femmes africaines diplômées de l'ENA, on voudrait vous dire qu'on veut être des relais pédagogiques sur le terrain. Parce que souvent, nous avons mal un peu au ventre dans nos pays respectifs. Beaucoup de choses sont faites en matière de développement, mais vraiment beaucoup. Cette histoire, cette belle aventure n'est pas souvent bien racontée, ni en France, ni en Afrique auprès des bénéficiaires. Donc ce volet de la communication, nous voulons vraiment nous y investir. Et aussi vous dire, tenez compte des femmes. Parce que beaucoup de rapports sont faits, beaucoup d'experts viennent en Afrique et souvent ce sont des hommes. Nous avons la compétence, nous avons l'expertise pour vous accompagner. Tenez compte vraiment de nous, associez-nous dans ce que vous faites. À titre personnel, parce que dans mes autres fonctions, je gère la communication de 41 membres du gouvernement, j'ai pris sur moi d'organiser une rencontre. À l'époque, à l'AFD, c'était Benjamin Neumann qui était le responsable de la communication et nous avons comme représentant à l'AFD Yves Picard. Alors, avec un réseau de 70 communicants, on s'est assis autour d'une table en disant « Mais il y a des choses qui sont faites en matière d'éducation, en matière de santé. Mais est-ce que c'est connu au Gabon ? Les gens passent, on voit vos beaux panneaux que vous mettez, mais on ne sait pas à quoi ça renvoie. Vous voulez toucher les communautés de base, mais ces femmes-là, elles passent devant vos panneaux. Parfois, elles ne savent pas lire. Il faut utiliser parfois un autre langage. Nos langues qui sont riches, qui sont valorisantes, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un pont qui a été créé, pourquoi est-ce que cette école va être construite, quel est l'avantage. Donc nous sommes venus vous dire, monsieur Hervé Berville, tenez compte vraiment des femmes. Parce que les femmes, quand elles sont engagées, elles vont jusqu'au bout. Leur engagement, vraiment, est fondamentale parce que ce sont elles. Elles arrivent à influencer beaucoup de choses auprès des femmes, auprès des autres femmes, auprès des époux, aussi auprès de leurs enfants. Et il y a autre chose que j'ai remarqué aussi dans votre rapport, c'est expérimenter le programme des experts techniques de la diaspora. Dit comme ça, on se dit, waouh, c'est bien, on va intégrer la diaspora, mais cette expertise-là, puisez-la. Soyez notre porte-parole aussi, soyez aussi, et nous serons aussi le gendarme, parce que nous, on n'a rien demandé, hein. C'est vous qui avez fait un rapport sur la modernisation du développement, voilà, nous, on n'a rien demandé, mais il faut lui dire que nous, on sera des sentinelles. On va vérifier si vos experts que vous envoyez sur le terrain tiennent compte aussi des femmes. Est-ce qu'elles sont là dans la diaspora? Regardez un petit peu aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment en tenir compte. Oui, les actions humanitaires et la stabilisation, c'est fondamental. On voit la politique de la France dans le Sahel. Là encore, monsieur, tenez compte des femmes. Parce que c'est nous qui sommes source de vie. C'est nous qui, en période de guerre, nous cicatrisons les plaies. Et en période de développement, c'est nous qui faisons l'éducation et qui portons l'économie. Nous sommes 410 millions de femmes en Afrique qui portent l'économie. Donc là aussi, je compte sur vous. C'est plutôt des messages que je vous adresse, que vous puissiez les transmettre. Et je compte aussi sur le président du Conseil présidentiel pour l'Afrique parce qu'il fait quelque chose de fantastique. Cette rencontre est tout simplement merveilleuse. Et je voudrais féliciter Emmanuel Macron. On parle de Jacques Chirac comme l'Africain. Je pense qu'on a un nouveau Africain président qui est Emmanuel Macron en France. Merci. Alors Camélia, n'allez pas trop vite, ne l'appelez pas encore président. Il est coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. J'ai vu Jennifer Moreau noter et être probablement satisfaite, chère Camélia, d'avoir mis les femmes justement au centre de cette action, en tout cas au sein du rapport d'Hervé Berville. Jennifer, vous vouliez réagir peut-être ?
Oui, merci. Les messages sont forts et tout à fait clairs. Et sachez qu'en tout cas, l'égalité entre les sexes, entre les femmes et les hommes est une priorité très clairement définie dans le cadre de cette politique de partenariat et de solidarité internationale. C'est une priorité au niveau national. Mais c'est également une priorité qui justement se veut internationale et le président le porte très clairement. Nous avons plusieurs chantiers en vue. Alors, vous avez parlé de l'AFD. Dans les dernières décisions qui ont été prises, nous avons voulu que au moins 50% des projets de l'AFD visent l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est très important que dans notre action concrète au quotidien, dans l'aide bilatérale, nous prenions en compte cette dimension, mais également au niveau politique. J'ai parlé du G7 l'année prochaine. L'égalité entre les femmes et les hommes est une très grosse priorité de la présidence du G7. Ça sera un sujet sur la table, un sujet politique, parce que c'est vrai que c'est au plus haut niveau de l'État qu'il faut montrer l'exemple, on va dire, et qu'il faut, par des lois, par différents moyens, faire en sorte que cette égalité femmes-hommes soit une vraie... qu'elle soit vécue et qu'elle se traduise dans les faits. Donc en tout cas, soyez rassurés que cette priorité est bien celle du président et que nous essayons dans les différents canaux, que ce soit politiques, bilatéraux, multilatéraux, qu'elle soit bien prise en compte. Je pense que ça, c'est très important. Sur la communication, je pense que c'est fondamental aussi. Hein. On en a parlé avec Hervé, avec mes collègues ici justement de la DGM, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On fait beaucoup de choses, on communique encore assez mal. Tout à fait, je souscris et donc on prendra en compte, c'est pour ça que je prends des notes sur la communication des résultats et aussi dire des fois quand ça ne fonctionne pas et quelles sont les leçons à tirer. Exactement. Donc c'est pour ça aussi que le député a proposé, et ça a été repris en tout cas dans le cadre de la préparation de la loi, une commission d'évaluation. Ça c'est très important parce que pour communiquer, il faut savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout un tour. Merci beaucoup. Didier, malgré les points que tu as souhaité aborder, qui sont réels, sur toutes les difficultés, sur les regards qu'il faut peut-être changer, les actions qu'il faut changer, peut-être moins de diplomatie, moins d'hypocrisie et plus de paroles de vérité. Sommes-nous, est-ce que le président de la République est dans une bonne dynamique dans son approche, malgré tout, de l'Afrique, pour ces changements de paradigme ? Non, je crois déjà d'avoir mis en place le CPA, c'était une approche nouvelle. Et vraiment, Jules Armand et son équipe font quelque chose de formidable. Même s'il n'y a pas assez d'écho, on n'entend pas assez ni la réalité de leurs actions. C'est vrai qu'avant, on parlait des cellules secrètes de l'Élysée. Et là, il y en a toujours certainement, on le dit. Hein. Mais au moins, il y a... Mais pourquoi nommer mon nom au moment de dire ça ? Les visiteurs du soir. Enfin, les visiteurs du soir qui viennent grenouiller. Mais au moins, il y a un nouveau visage, jeune, différent. Ouais. Et ça, c'est bien. Dans le ton aussi, le ton est différent. Et c'est honnêtement encourageant. Le discours de Ouaga, c'est vrai, on n'aime pas. Bon, je taquine généralement en disant, bon, c'était du réchauffé, mais je taquine. Mais quand même, c'est vrai, le ton était différent. Et donc, après Ouaga, on s'est dit, mais si le président adopte un ton aussi nouveau, il doit pouvoir dire les choses lorsqu'il est face à des situations de désespoir politique des populations, de comportements détestables de certains dirigeants, sur lesquels, bien sûr, ils ont des relations diplomatiques. Bon, je ne veux pas qu'il aille jusqu'au trumpisme qui tue tout le temps, mais de temps en temps, le président peut dire, écoutez, bon, là, franchement, sur ce pays-là, ça va pas. Ils sont indépendants, certes, mais... Donc, c'est un peu ça qui est un peu décevant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Bon, peut-être qu'il y a trop de gilets jaunes aussi, donc le pauvre est très occupé par la politique intérieure. Mais il faut qu'il change de ton, à mon avis, vis-à-vis de ses partenaires africains, s'il veut réellement rénover la politique de la France et le partenariat avec ses amis, ses camarades, ses collègues, ses partenaires.
il faut qu'il reste dans le ton qui nous a fait voir un peu à Ouaga. Pour l'instant, c'est silence radio, donc peut-être que Jules Armand va monter au front. Merci beaucoup Didier Akoueté, Caméliane Toutoun-Leclerc, Jennifer Moreau et notre grand témoin Hervé Berville. S'il vous plaît, je demande de les applaudir. Alors, on aurait souhaité faire un échange avec la salle, mais malheureusement, nous sommes très en retard. C'est à cause de la première table ronde, c'est à cause de Juan Gomez. Et voilà, donc on m'a demandé malheureusement qu'il n'y ait pas d'échange pour que nous puissions passer à la dernière table ronde. Oui, j'obéis. Applaudissez s'il vous plaît notre grand témoin et nos intervenants.